Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live métier en coulisses pour découvrir le métier de designer UX UI avec Margot. Bonjour Margot, Bonjour merci Yannick. d'avoir répondu présente pour donner 30 minutes de ton temps pour faire découvrir ton métier et aider les autres. Merci pour cette opportunité. Merci à toi. Moi, je m'appelle Johanna, je travaille chez Chance et on fait ce live dans le cadre d'une semaine de 50 live métiers. Donc, bonjour à tous. En attendant que les personnes arrivent, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat d'où vous venez? Parce qu'on est nombreux et c'est toujours sympa de voir d'où les gens se connectent. C'est la bonne nouvelle des visios. Je vois donc Toulouse, Paris, Marseille, Lyon, Rennes, Lille, un peu partout. La Martinique, Narbonne. Margot, toi, tu te connectes d'où? Moi, je suis de Lille et en ce moment, le temps, c'est pas fou. J'irais bien faire un petit tour en Martinique. Qui le dis-tu? Super. Paris, dans le train pour Barcelone. Ah oui, on a des vaillants participants qui se connectent, même dans les transports, c'est super. Bah écoutez, c'est l'esprit, l'idée c'est que ce live soit interactif, donc faut pas hésiter à poser toutes vos questions dans le chat. Nous, on en discutera, on fera le tour des questions dans une deuxième partie. Je me chargerai de te les poser, Margot. Ça marche. Mais voilà, n'hésitez pas, dans tous les cas, à réagir, à rebondir et à nous interpeller dans le chat. C'est chouette d'avoir cette discussion toutes et tous ensemble. Et du coup, pour commencer, en intro, pour ceux qui connaissent pas forcément Chance, on est une communauté d'entraide professionnelle qui a mis au point une méthode pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde professionnel. Et pour ce faire, on propose plusieurs services. Le plus connu, ça va être le bilan de compétences. Et dans le cadre de ce bilan, on a toute une partie exploration de métiers, voilà. Et on propose aux personnes de rencontrer des professionnels du domaine qu'ils envisagent pour confronter un petit peu leurs attentes et leurs envies à la réalité du métier qui est convoité. Et l'idée en fait de ces live métiers, c'est aussi ça, c'est de faire un partage d'expérience pour voir en fait si la réalité du métier là aujourd'hui de designer UX UI est effectivement celle qu'on peut s'imaginer. Donc pour commencer, Margot, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu en quoi consiste ton métier de designer UX UI? Oui, avec plaisir. Alors, je vais juste vous partager mon écran pour ce faire, puisque du coup, moi, je fais un métier qui est quand même visuel, et donc ça peut aider de voir ce dont je parle. Donc, en fait, il y a deux pans à mon métier. Donc, il y a le métier de designer qui est au sens large, et il y a vraiment le métier de designer UX, dont je parle juste après. Hop. Donc, UX designer, c'est le concepteur d'expérience utilisateur. Son objectif, c'est de comprendre les besoins, les attentes, les problématiques et des utilisateurs, du coup, et pour y trouver des solutions. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, mais en fait, c'est beaucoup d'échanges avec les utilisateurs. Ça peut être des entretiens, ça peut être des observations. Enfin, il y a beaucoup de méthodologies. Vous voyez pas l'écran? Alors, est-ce que le partage d'écran marche pour tout le monde? Oui, ok, super.
Alors, excuse-moi Margot, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer de quel type d'utilisateur on se parle? Si jamais les gens qui sont connectés ne sont pas familiers du design UX UI, pour recontextualiser. Carrément. Alors oui, effectivement, j'ai oublié d'en parler, mais du coup, moi, je m'adresse surtout aux utilisateurs d'interfaces web, mobile. Donc en fait, c'est voilà, tous les sites là aujourd'hui. Livestorm, ils ont dû passer par des designers, et en soi Google, enfin voilà, tous les sites que vous utilisez tout le temps, Notion, LinkedIn, et j'en passe. Il y a en général, pour à peu près tous, des designers qui s'occupent du coup de ce que je disais, donc l'UX, donc vraiment la création de parcours, de se dire voilà, mon utilisateur il va passer par cette page-là, donc la page d'accueil par exemple pour un e-commerce. Puis il va aller en page liste avec du coup une liste de produits. Il va aller sur la page d'un produit en particulier, l'ajouter au panier et finir son parcours dans le panier, dans le tunnel d'achat. Donc ça c'est un exemple, mais donc pour ça en fait le parcours on le travaille pour se dire voilà où est-ce qu'on veut emmener l'utilisateur, quel est l'objectif à la fin, et surtout lui l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut faire pour qu'on puisse y répondre au mieux, essayer de nous faire du business, donc quelles sont des choses qui peuvent permettre à notre entreprise de prospérer, par exemple d'autres produits qui pourraient aller avec. Et voilà, donc pour ça, il faut bien comprendre les besoins des utilisateurs et surtout comprendre ce qui ne leur convient pas actuellement pour trouver des solutions à leurs problématiques. Donc ça, c'est plutôt la partie un peu architecte. Je vais dessiner les plans pour répondre à un problème. Et il y a la partie vraiment... donc là, par exemple, ici, je vous avais mis un exemple de persona. Donc, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, l'idée, c'est avec la recherche qu'on a faite en amont, donc par exemple des entretiens où on discute avec les utilisateurs, on va essayer de faire un peu... donc, les entretiens, on peut en faire, par exemple, une petite dizaine. Après, ça dépend du projet, du temps, du budget. Enfin, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, on va essayer de faire une carte, après de faire un peu un utilisateur type, qu'il peut y avoir plusieurs utilisateurs types, mais qui nous permet en fait un peu de se baser là-dessus pour se dire, OK, ces objectifs à lui, donc la synthèse de nos recherches, ça donne à peu près ça. Et donc, il faut qu'on garde ça en tête pour avancer. Donc là, ici, c'était pour une marque de frigo connecté. Et donc, il y a vraiment l'autre pan du métier, donc UI designer. Donc là, c'est plus le décorateur d'intérieur, par exemple, ou le paysagiste. J'ai ma maison qui est faite. Maintenant, il faut lui donner forme. Il faut accompagner l'utilisateur dans son parcours. Et du coup, ça passe par de la hiérarchie d'informations. Bon, là, j'ai plus d'analogie avec l'architecte. Voilà, c'est l'accompagnement dans le parcours et ça passe par les couleurs, les typographies, la taille des typographies, donc les polices de caractères, par exemple, ici déjeuner, de recettes. Voilà, c'est mettre en avant les différents contenus pour que l'utilisateur s'y retrouve. D'accord, donc il y a un premier temps, comprendre les besoins de l'utilisateur pour s'imaginer le schéma de navigation qu'il va avoir sur les sites web des clients, et ensuite, qu'est-ce qu'on met dans chacune des étapes de ce parcours? C'est ça. Là, je vous ai mis un exemple, du coup, concrètement, quand on est un peu comme moi, UX et UI designer, parce qu'on peut être que l'un ou que l'autre aussi, il y a différents sous-catégories, sous-métiers dans le grand métier UX designer, par exemple. Ici, du coup, c'est ce que je vous ai montré à l'écran. Donc, on a commencé par faire des croquis avec ma binôme. Donc ça, c'est vraiment des dessins avec un papier et un crayon. En se disant, voilà, on veut tels éléments, etc. D'abord, on avait fait de la recherche pour se dire qu'est-ce qui marche bien dans les choses existantes, dans les sites qu'on pouvait voir, Marmiton, par exemple, d'autres exemples de ce style-là. Puis après, on a essayé de mettre un peu ça au propre avec ce qu'on appelle des wireframes. Donc, c'est commencer à faire un peu l'écran un peu plus clairement, placer les informations qu'on souhaite absolument mettre, mais toujours dans un mode noir et blanc, histoire d'aller quand même assez vite.
Et après, on passe vraiment dans l'identité visuelle, donc avec les illustrations, les photos, les couleurs, la typographie, tout ça. Et donc, comme je le précise, ça peut être vraiment surtout, là j'ai mis ordinateur, téléphone portable ou tablette. Ça peut être des bornes interactives, par exemple les bornes chez McDo, chez Burger King. J'ai que ça en tête, mais il y en a sans doute d'autres. Il y a aussi du design de service. J'ai notamment une collègue qui a travaillé pour la SNCF et qui a rencontré des utilisateurs dans leur parcours. Voilà, j'attends mon train et qu'est-ce que je fais, comment je me dirige dans la bonne voie de train, par exemple. Donc, le design, c'est quand même assez large et on ne fait pas tous des écrans. Super, super. Et merci pour l'analogie avec l'architecture et l'architecture d'intérieur. Ça permet de vraiment prendre conscience de ce que c'est que concrètement. Je vois qu'on a une autre slide. J'ai oublié de changer le texte. Voilà, c'était un petit focus sur, du coup, voilà, là, c'est vraiment le croquis qu'on avait fait, donc très, très grosse maille. On l'a transformé en wireframe ainsi, avec des idées qu'on avait. Et au final, quand on est passé à l'UI, bon là, on n'avait pas de contraintes, c'était un projet étudiant, mais on s'est dit qu'en fait, mettre une to-do list, donc une liste de choses à faire, c'était peut-être pas le bon endroit, qu'on pouvait hiérarchiser les informations autrement, peut-être que l'heure n'était pas obligatoire, vu qu'elle est déjà sur la tablette ici. Voilà, donc on a un peu changé les choses. Donc ça, le bloc de recettes qui se retrouve ici, en fait, donc un peu plus bas, avec des suggestions selon l'heure qu'il est. Mais voilà, donc entre l'idée initiale et le produit fini, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être amenées à changer. Super. Super intéressant. Et je vois qu'on a déjà des petites questions dans le chat. La première question est celle d'Élise qui demande en quoi cela diffère du développeur front-end, qui est une question déjà spécifique. J'en parlerai un peu plus pendant mon parcours, mais moi, j'ai fait des études justement où j'étais développeuse front-end. Enfin, je suis sortie d'études en étant développeuse front-end. Moi, j'ai appris à faire les deux, mais je me suis spécialisée après pendant ma licence, après ma licence pendant mon master, pardon. En fait, le développeur front-end, il sait pas forcément faire du design. Moi, j'ai appris à faire les deux, mais il y a beaucoup de développeurs qui font que du développement, et c'est OK, c'est leur métier. Mais du coup, ils n'ont pas cette notion d'expérience utilisateur, de parcours, de hiérarchisation des informations. En soi, ils savent concrétiser. En fait, nous, on a besoin des développeurs parce qu'ils concrétisent ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, c'est bien joli ce que je vous ai montré, mais en soi, ça ne fonctionne pas. Moi, je m'arrête là, en fait. Je fais les écrans et après, je travaille avec des développeurs qui rendent ça concret. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, justement, pour revenir un petit peu, notamment sur les études que tu as faites, qui est une question qu'on a aussi eue dans le chat. Yes. Alors moi, il faut savoir que les études, ça a été un sujet un peu compliqué parce que j'ai fait une phobie scolaire pendant 5 ans quand j'étais adolescente. Donc, j'ai vraiment été déscolarisée. Donc, ça a été quand même assez clivant dans mon parcours dans le sens où, en fait, je me suis intéressée à Photoshop. Bon, à l'époque, c'était une version craquée, mais on n'en parle pas. Et donc, c'est ça qui m'a déjà donné un petit peu goût au design et qui m'a fait me dire que je voudrais partir dans le web parce que j'aimais bien ça. Du coup, en fait, j'ai fini par réussir à reprendre mes études en première terminale. Donc, j'ai passé mon bac. Et ensuite, je suis partie faire 3 mois en fac de cinéma, donc études cinématographiques. À la base, parce que je voulais faire de la 3D et du cinéma. Enfin, vraiment... j'avais été voir le musée du cinéma à Lyon que j'avais adoré. Je voulais faire pas le maquillage et les effets spéciaux, les prothèses, les choses comme ça, mais vraiment de la 3D. Et sauf qu'au final, je me suis rendu compte très rapidement que la fac, ça m'y amènerait pas. Parce que je fallait que je fasse mes 3 ans de fac, plus peut-être un master à la FEMIS, donc je sais plus ce que ça veut dire, mais une école de cinéma pour peut-être après faire des effets spéciaux, donc ça faisait long, sachant que j'avais déjà 20 ans. Et du coup, le lien avec Chance, c'est que, c'est que j'ai fait un bilan de compétences
dont j'ai pu bénéficier parce que mon ex-conjoint était chez Pôle emploi et il l'avait fait. Et il a demandé si je pouvais en faire un aussi. Et ça m'a aidé à me dire qu'en fait, non, le cinéma, enfin oui, pourquoi pas, mais plus, enfin que le web, c'était plus adapté à ce que moi je voulais faire, qu'il y avait peut-être plus de débouchés aussi, et que ça pouvait tout à fait me convenir. Et donc, suite à ça, je suis allée en Belgique faire une licence qui s'appelle développement web et mobile à la haute école Albert Jacquard à Namur, parce que du coup, c'était pas très loin, c'était moins cher qu'une école en France. Et donc là, j'ai fait, comme je disais, du coup, du développement web, un peu du XUI, beaucoup plus d'UI que du X. Donc pas tant sur l'expérience utilisateur que sur le fait de rendre un écran visuellement attractif et de guider dans le parcours. Mais c'est vrai que l'UX, ça se limitait pas mal. Je connaissais pas trop les méthodes et j'en faisais pas des masses. Et puis donc après ça, 2019, je sors d'études, donc je suis développeuse front-end. Je commence chez Boulanger. En tant que développeuse, donc, et je trouve un CDI, donc pas chez Boulanger, donc je change d'emploi. Et là, il y a plus ou moins, c'est plus ou moins au moment du Covid, donc je perds mon emploi. Et du coup, je me remets un peu en question. Enfin, j'essaie de monter en compétences, mais je sens qu'il me manque quand même des choses. En fait, en Belgique, on m'avait pas appris tout ce qui était framework de développement, donc qui sont des aides pour aller plus vite et être plus productif. On m'avait appris à tout faire moi-même. Et en fait, en France, à cette époque-là, en tout cas, le from scratch, donc faire soi-même tout, c'est pas tenable en fait. Donc, je suis pas au niveau. Et donc, je me dis mince. J'essaye quand même. En juin, juillet, je retrouve un emploi en tant que développeuse Angular, donc c'est sur une technologie particulière. Et donc, ça dure 1 mois, un CDI, et donc période d'essai. Et en fait, je leur en serai éternellement reconnaissante parce que du coup, ils m'ont dit, on l'a bien vu là pendant le mois que tu as passé avec nous. Tu as l'air de t'éclater sur tout ce qui est HTML, CSS, donc vraiment, en fait, faire du design en développement, quoi. Donc la partie vraiment, je place mes éléments et je les rends esthétiquement viables. Mais sur tout ce qui est technique, t'as pas l'air de t'éclater en fait. Et donc j'ai dit oui, c'est vrai que c'est ce que je préfère. Et ils m'ont dit dans ce cas-là, pourquoi tu fais ce que tu veux, mais pourquoi tu retournerais pas faire du design? Et donc à partir de là, juillet, août, j'ai cherché, c'était déjà un peu tard pour s'inscrire, mais j'ai trouvé WebStart, donc qui était une certification en 1 an en UX/UI, donc que j'ai faite en alternance. D'abord en alternance, mais que j'ai fini, une alternance dont j'ai fini par démissionner parce que je faisais pas ce que je voulais, j'avais pas l'impression de monter en compétences. Et donc j'ai retrouvé un stage qui m'a permis de beaucoup grandir, mais à la fin de ce stage, déjà en avril, je me disais c'est peu probable que je sois embauchée parce qu'il y avait une autre fille de ma classe qui était là-bas et qui est arrivée avant moi. Et donc, je me suis dit, je me sens quand même toujours pas, un petit syndrome de l'imposteur, je me sens toujours pas de chercher du boulot en UX/UI à la fin. Donc, je vais essayer de postuler à l'ECV de Lille. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai été prise. Et donc, il a fallu trouver une alternance encore. Parce que 7 000 € l'année, j'avais pas les moyens. Et de toute façon, c'est une école qui fonctionne en alternance, en tout cas pour le master. Et donc, j'ai trouvé une alternance chez La Redoute pendant 2 ans. Ça s'appelle ECV? Oui, école de communication visuelle. Je sais pas bien, mais ça s'appelle ECV. Il y en a à Lille, il y en a à Aix, je crois. Enfin, il y en a un peu partout en France. Et ils font de l'animation, du jeu vidéo. Enfin, ils font un peu pareil que dans ma licence, mais là, ils allaient jusqu'au master. Ok, super. Un parcours hyper inspirant. Merci pour le partage depuis l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, en persévérant, on arrive par trouver sa voie et l'aide extérieure, le bilan de compétences peut être
un bon levier pour ça. Non, Le temps est passé. Pardon? Excuse-moi, mais je disais juste oui, ça m'a beaucoup aidé déjà. En fait, à cette époque-là, justement, je sortais un peu de ma phobie scolaire, c'était encore compliqué. Et sans le bilan de compétences, je pense que je me serais peut-être un peu obstinée dans les études cinématographiques en me disant ouais, mais j'aime bien et tout. Oui, je fais pas des effets spéciaux, mais j'aime quand même bien ce que je fais. Et c'était beaucoup de la recherche, mais de cinéma en fait. Et du coup, le bilan de compétences a été hyper utile pour me dire, bah non, en fait, oui, ça peut me convenir, mais il y a peut-être autre chose qui me conviendrait plus et qui serait plus en équation avec ce que je connais déjà et ce que j'aime déjà faire. Super, super intéressant. Merci beaucoup. On a pas mal de questions et le temps passe hyper vite. Donc, je refais un petit tour. On a une question d'Axel qui demande quels outils tu utilises au quotidien pour créer l'expérience utilisateur parfaite. Alors, en fait, il n'y a pas, sur la partie UX, il n'y a pas vraiment d'outils. En fait, c'est ce que j'aime bien aussi avec mon métier. Je suis pas cantonnée à des outils. J'utilise beaucoup Figma, moi, en tant que UI designer, sur la partie UI design, pour donner vie à faire des maquettes, en fait. Donc, donner vie à mes interfaces, faire des prototypes aussi qui simulent la réalité et du coup, voilà, donner de la matière aux développeurs. Mais pour la partie vraiment UX, en fait, c'est beaucoup des méthodologies. Et du coup, j'utilise classiquement Google Doc pour prendre mes notes pour tout ce qui est entretien, faire mes protocoles et mes guides d'entretien. Donc, qui me permettent de lister les questions que je veux poser et de structurer un peu la chose. Pareil, Google Doc pour prendre mes notes et après pour analyser. Google Slide. Il y a beaucoup d'UX designers qui utilisent Miro, mais plus pour des ateliers, parce qu'on fait ça aussi des ateliers avec des participants où on réfléchit avec, voilà, il y a différents types d'ateliers qui permettent d'avoir des livrables différents. J'ai pu en faire un hier, du coup, qui a duré, bon là, pour le coup, il était un peu long, mais qui a duré 4 heures et qui nous a permis de mieux cadrer le projet. En définissant les objectifs, etc. Donc ça peut être fait soit en présentiel avec des post-it, avec des dessins, avec du matériel classique, des feutres et des crayons, ou sur Miro, du coup, qui simule et qui a pris beaucoup de part avec le Covid et du coup le travail en distanciel. Yes. Merci beaucoup. Une autre question d'Axel qui est très intéressante. Est-ce que ton métier est menacé par l'IA? Et si oui, comment on apporte de la valeur ajoutée? C'est une question intéressante. Alors moi, j'avoue, à tort, je suis pas très intéressée encore à l'IA. Je m'y mets un petit peu, mais je vois pas un grand intérêt. Ça m'a aidé l'IA à réviser tout ce qui était UX, justement pour mes examens, pour la théorie. Mais j'estime pas être menacée parce que dans tous les cas, je pense que l'IA, c'est un apport additionnel. Il faudra toujours un regard humain derrière parce que l'IA, ça peut faciliter peut-être le début. Je sais qu'il y a des outils en IA justement pour la partie UX qui permettent d'aller plus vite dans l'analyse des entretiens, par exemple. Mais l'IA, elle n'est jamais fiable à 100%. Et dans tous les cas, il y a des choses comme les réactions physiques, le non-verbal qui peuvent être analysées, mais je pense quand même qu'il y aura toujours besoin de l'humain derrière pour mettre des mots un peu plus précis là-dessus. Effectivement, ne nous laissons pas digitaliser complètement. Une autre question d'Aude. Est-ce que tu es tout de même amené à toucher au dev dans tes missions UX, UI ou tu n'utilises plus ces compétences? Alors, oui, je réfléchis à comment je peux répondre. En soi, j'utilise encore ces compétences-là parce que ça m'aide dans les interfaces que je crée, surtout dans la partie UI, design d'interface de mon travail. Parce que en fait, j'essaie de créer mes blocs dans mes pages de manière à ce qu'ils soient proches du rendu du développeur, à faire ce qu'on appelle des sections, à hiérarchiser mon contenu. Et du coup, le fait d'avoir été développeuse, je pense que ça m'aide pour cette partie-là, en tout cas de faire des maquettes qui soient concrètes et qui soient réalisables.
Mais en tout cas, en soi, moi, je refuse de faire des missions où je dois être couteau suisse, licorne. Donc UX, UI et Dev. Déjà, être UX, UI, c'est beaucoup. Parce que t'as pas forcément le temps, l'argent. Donc souvent, il faut se dépêcher, il faut un peu sacrifier certaines choses parce que tout faire dans le temps imparti, c'est compliqué. Donc si en plus il faut faire le développement, c'est pas possible, quoi. Et je pense que là, ça fait vraiment 3 ans, un peu plus, que vraiment 3, 4, 5 ans que je fais plus de dev, donc de toute façon, je serai plus au niveau. Ok, alors Élise posait une question qui est un peu dans la même lignée si je ne m'abuse, c'est est-ce qu'il faut passer par une formation développeur front-end ou full stack pour devenir un meilleur designer UX UI? Donc voilà. Alors est-ce qu'il faut? Non. Est-ce que ce serait mieux? Oui. En fait, je pense que il y a Romain Dao qui en parle beaucoup aussi, qui est designer sur LinkedIn, enfin qui est designer mais qui en parle beaucoup sur LinkedIn, du fait que c'est hyper important de connaître un peu de dev parce que ça permet déjà de faciliter les échanges avec nos interlocuteurs principaux, qui sont les développeurs. Donc, les écoles qui apprennent pas du tout à faire du développement, de l'HTML, CSS classique aux designers, moi je pense que c'est dommage. Parce que j'ai déjà eu des collègues qui n'en avaient jamais fait et du coup, des fois, leurs maquettes, elles n'étaient pas forcément réalisables ou... c'est pas irréalisable, mais elles étaient plus complexes alors qu'on aurait pu trouver une solution peut-être plus simple en ayant justement eu des connaissances là-dedans. Super, merci. On a une autre question de Nelly qui demande pour quelle boîte tu travailles aujourd'hui, si tu peux en parler. Oui, pas de souci. Donc, je travaille pour Ipon Technologies. Je me suis arrêtée juste avant ça, mais dans la partie parcours. Mais donc, j'ai fini mon alternance à la Redoute en septembre 2023 et j'ai été embauchée en octobre, le 2 octobre 2023 chez Ipon Technologies, donc qui est une boîte de conseil. Et on est implanté un peu partout en France, de mémoire, Bordeaux, Tours, Toulouse, Marseille, Lille, Lyon, Nantes, Paris. Et je pense qu'il m'en manque. Mais et on a une branche aussi aux USA et en Australie. Donc voilà. Et donc du coup, maintenant, je suis consultante, donc je travaille pour différents clients. J'ai pu travailler pour Air France un petit peu, Decathlon. Et voilà. J'ai encore d'autres projets qui arrivent. Super. On a une autre question d'Axel qui demande s'il y a une grosse différence de salaire entre dev et designer UX UI. Alors, moi, je sais que j'étais sous-payée quand j'étais dev parce que c'était mon premier emploi et donc j'ai pas osé trop négocier et pousser le truc. Je pense qu'il y a une différence, mais je saurais pas la quantifier. Je saurais pas vraiment répondre, je suis désolée. Super. Pas de souci. Et le temps passe hyper vite, donc on va pouvoir prendre une dernière question. C'est est-ce qu'il faut nécessairement passer par des écoles avec licence, master ou des formations à distance et en alternance, ça marche aussi bien? Moi, je conseillerais toujours des formations en alternance, de toute façon, que ce soit à distance ou avec des écoles, parce que je pense que c'est vraiment formateur. Après, moi, j'ai fait que du physique, mais je sais que certaines personnes passent par Open Classroom, par exemple. Après, je peux pas dire si c'est des bonnes formations ou pas, mais j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps sur LinkedIn, justement. Pour moi, la richesse des formations, ça passe par les intervenants, plus que par l'école, en fait. L'école, c'est bien mignon, mais moi, si j'ai choisi le CV, c'est parce que à WebStart, j'étais très, très fan de mes professeurs du X et du Y. Floreline et Charles-Antoine, et je savais qu'ils étaient aussi intervenants à l'ECV, et donc je savais qu'ils m'apporteraient tout ce dont j'avais besoin pour aller plus loin en UX et en UI. Et j'aurais pas fait le CV sans ça, je pense. Donc, tu avais déjà connaissance du corps enseignant en choisissant cette formation? Pas tout le corps enseignant, mais en tout cas sur, en gros, les 2 parts les plus importantes de mon métier. Donc, vraiment l'UX et l'UI. Donc, l'UX, je savais que c'était Floreline et que elle était incroyablement talentueuse et compétente. Et en UI, donc ça n'a pas été vraiment mon prof d'UI, mais ça a été le prof de design system. Donc, vraiment penser composant et donc là, la partie un peu liée avec le dev aussi.
Et là, du coup, c'était Charles-Antoine qui, lui, m'avait appris tout ce que je sais sur l'UI, mais qui n'était plus spécialisé en UI à l'ECV, mais plus sur une partie en particulier. Pardon. Super. Eh bien, écoute, Margot, c'est passé très vite. Merci à toutes les personnes qui sont dans le chat. Je suis désolée, on n'a plus de temps pour prendre les dernières questions, mais est-ce que Margot, tu es d'accord pour que les participants au live puissent te recontacter peut-être sur LinkedIn ou quelque chose comme ça si jamais ils ont des questions? Carrément. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Dites-moi juste que vous étiez au live et puis ajoutez-moi. Donc, c'est Margot Mambré avec un lama et puis des petites paillettes. Et je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Super. Merci beaucoup, Margot. C'est tout l'esprit d'entraide qu'on adore, nous, chez Chance. Ce live fait partie des différentes initiatives qu'on a dans la communauté d'entraide qu'on constitue. Et pour rebondir, si vous voulez intégrer cette communauté d'entraide, on a créé une page web dédiée que je vous mets dans le chat pour aider des personnes comme Margot vient de le faire ou être aidée. Donc, vous pouvez faire aussi des demandes via cette plateforme. Et voilà, il y aura plein d'échanges de ce type. Je vous mets le lien dans le chat. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Encore un grand merci, Margot. Merci à vous. Et à très vite. Bonne journée. À bientôt.